Quelles sont les premières conséquences du retrait des États-Unis sur l'accord nucléaire iranien? Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que mes réponses sont un peu longues, mais il faut dire que les sujets sont très 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 importants en ce moment, des sujets internationaux de toute première importance, où se joue quand même la paix du monde. Alors là, je crois que j'en avais parlé lors du dernier entretien direct, Donald Trump, le président des États-Unis, a décidé de retirer les États-Unis de l'accord iranien. Alors ça pose quand même un énorme problème parce que ce qui se cache derrière, c'est en fait une guerre commerciale. Les États-Unis d'Amérique ont fait savoir qu'ils appliqueraient leur législation extraterritoriale, c'est-à-dire une législation qui permet aux tribunaux américains de pénaliser sur le sol américain des entreprises étrangères, par exemple françaises, qui feraient des affaires aux États-Unis d'Amérique, mais qui feraient aussi des affaires en Iran. Donc le gouvernement américain a dit que les entreprises françaises avaient entre 3 et 6 mois pour plier bagages de l'Iran, sinon elles seront pénalisées si elles font des affaires aux États-Unis. Alors cette loi extraterritoriale, c'est absolument invraisemblable. C'est avec cette loi extraterritoriale que l'on a enregistré des sinistres colossaux. Une des très grandes banques françaises, la BNP, ayant bravé l'embargo imposé par les États-Unis vis-à-vis de Cuba, a dû régler une amende pharaonique de 9 milliards de dollars pour pouvoir continuer à faire ses activités aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis se permettent ainsi de fixer la loi du monde et d'agir de façon extraterritoriale en pénalisant, comme je le dis, les entreprises qui travaillent sur leur sol. C'est d'ailleurs avec cet échafaudage que finalement Alstom a été bradé, a été piqué à la France pour être donné aux États-Unis d'Amérique. C'était sinon il y avait une amende tellement colossale que l'entreprise faisait faillite. Il y a quand même derrière tout ça une idée de racket absolue parce que les États-Unis d'Amérique ne sont pas des parangons de vertu. Lorsqu'ils ont des lois extraterritoriales pour condamner la corruption, faut pas se moquer du monde. Airbus en a été victime, mais enfin bon, tout le monde sait bien que dans le monde aéronautique ou dans le monde des ventes militaires, la corruption fait florès dans un certain nombre de pays du monde. Donc les États-Unis d'Amérique sont d'une hypocrisie extrême en la matière et utilisent ces lois extraterritoriales pour chasser des concurrents, pour torpiller des concurrents et pour en fait les racketter. Alors face à ça, eh bien, il faut réagir. Alors sur l'affaire iranienne, la diplomatie iranienne a été extrêmement active. Leur ministre des Affaires étrangères iranien est allé d'abord en Chine, puis en Russie, puis ensuite à Bruxelles. Et là, il a engrangé quand même des succès diplomatiques parce que, en fait, les États-Unis d'Amérique sont complètement isolés. C'est-à-dire que les autres garants de l'accord nucléaire iranien, c'est-à-dire la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, mais également l'ensemble des pays de l'Union européenne, ont apporté leur soutien à la poursuite de cet accord iranien. Il est donc possible que le départ des États-Unis d'Amérique ne change pas grand-chose concrètement et que l'Iran continue à appliquer cet accord dont je rappelle qu'il était un accord qui, en l'échange de l'engagement surveillé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, que l'Iran ne procédait pas à la création d'une bombe nucléaire, en échange de ça, eh bien, les Occidentaux retiraient les sanctions financières et commerciales à l'encontre de l'Iran. Alors, semble-t-il que l'Iran va rester dans ses dispositions d'esprit et ne pas donc promouvoir la création d'une bombe nucléaire. La question maintenant qui se pose, c'est est-ce que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les pays de l'Union européenne vont continuer à commercer en Iran, ou bien est-ce qu'elles vont se plier à la législation extraterritoriale des États-Unis d'Amérique, avec le risque de pénalité. Alors là, moi je crois qu'il faut être très clair. Il y a une chose dans la vie que j'ai apprise, on ne doit jamais, jamais, jamais céder à l'intimidation et au chantage. Ça ne marche pas. D'abord parce que quand vous mettez le doigt là-dedans, ça commence, on ne sait jamais où ça se termine. Et puis parce que c'est un principe d'honneur, tout simplement. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui fait prévaloir ses intérêts, avant tout ceux de tout autre monde. D'ailleurs, la plupart des États du monde font pareil. Mais avec Donald Trump, on a atteint un sommet. Je rappelle que la campagne présidentielle de Donald Trump, le slogan, c'était America First. Et également, Make America Great Again. Ça veut dire l'Amérique d'abord et rendons à l'Amérique sa grandeur.
Donc, face à ça, ça ne sert à rien de tergiverser, de jouer les petits caniches, comme l'a fait, vous vous rappelez, Macron, là, avec la petite... voilà. Être très gentil avec les États-Unis, c'est au bout du compte la papate sur l'épaule avec Sarkozy et Hollande, et puis maintenant avec Macron, c'est carrément, on lui enlève les pellicules, on le tire comme un caniche, etc. Ça doit être non. La France s'est fait respecter par les États-Unis du temps de De Gaulle. De Gaulle, d'ailleurs, avait une formule qu'il avait dite à Perfit, avait dit les Américains, il faut les regarder droit dans les yeux, ils finissent par s'y faire. Donc, si j'ai personnellement un conseil à donner, c'est ce que la France doit faire, elle doit aller s'allier, se rapprocher de l'Allemagne, du Royaume-Uni, et Europe, pas Europe, on s'en fiche, hein, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, mais elle a toujours des intérêts commerciaux en Iran, de la Russie qui n'est pas dans l'Union européenne, de la Chine, et de le maximum de pays du monde. Et je pense qu'il faut que ces pays définissent une politique commune vis-à-vis des lois extraterritoriales américaines. Et dire conjointement que si jamais les États-Unis d'Amérique prennent des sanctions contre Peugeot en Iran, contre Volkswagen en Iran, contre Airbus en Iran, contre telle ou telle entreprise russe, chinoise en Iran, à ce moment-là, l'ensemble des pays font bloc et pénalisent immédiatement, à titre de revanche, pénalisent immédiatement les entreprises américaines. Voilà. Peugeot interdit en Iran, toutes les entreprises, je sais pas, automobiles, américaines doivent plier bagages dans tous les pays que j'ai cités, Chine, Russie, etc. On verra qui gagnera. Seul, avec les États-Unis, c'est la seule chose qui compte. Voilà. Les États-Unis ont des intérêts très importants en matière financière. Eh bien, si les Américains interdisent aux entreprises françaises d'être présents en Iran, nous n'avons qu'à interdire à Goldman Sachs, hein, à JP Morgan, ils doivent plier bagages. Voilà. Et si l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc., font pareil que nous, on verra ce que feront les États-Unis. Il y en a assez que ce pays, seul au monde, d'ailleurs, il suffit d'un personnage au monde, parce que c'est Donald Trump par sa volonté, plus, paraît-il, quelques milliardaires qui étaient derrière et qui ont financé toute cette affaire. Ça n'est pas Donald Trump en personne qui va mettre à mal la présence française dans un pays aussi fondamental que l'Iran. Je rappelle d'ailleurs que c'est à cause de ça que Peugeot avait déjà failli passer en cessation de paiement lorsque les États-Unis avaient voulu sanctionner la présence de Peugeot en Iran. Le groupe PSA avait été sauvé in extremis, rappelez-vous, par l'intervention au capital d'intérêts chinois qui maintenant sont présents au capital de Peugeot. Voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire iranienne. Les États, pas seulement l'Union européenne, l'ensemble des États développés du monde, des États industriels, tous les États qui commercent avec l'Iran, doivent mettre un terme à cette politique extraterritoriale des États-Unis d'Amérique. Ça doit leur retourner comme un boomerang.